La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, à l'Ange Gardien, des propriétaires contestent une nouvelle taxe. Également, à l'Ange Gardien, la municipalité aura son marché public. Et on parle des défis de recrutement des immigrants dans l'Est de l'Outaouais. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, 8 février 2019. Bienvenue à InfoMag. Le dernier conseil de l'Ange Gardien, le 4 février, a été plus animé qu'à l'habitude. Les propriétaires de l'Ange Gardien sont venus contester une nouvelle taxation sur les terrains vacants. Un propriétaire d'un terrain vague de plus de 10 acres doit maintenant payer une surtaxe de 5 $ par acre. La taxation exclut cependant les zones agricoles et les zones d'extraction. Mais pour un propriétaire en zone forestière, par exemple, le montant de la facture peut monter rapidement. Pour Paul Lemieux et Julie Giroir, par exemple, leur taxe passe de 600 $ à 1 700 $ cette année pour un terrain d'environ 200 acres. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on paye deux taxes sur le même terrain. C'est ce qu'on déplore. Le maire de l'Ange Gardien explique que le budget a été particulièrement difficile à faire cette année. La municipalité devait trouver de nouvelles sources de revenus. D'autre part, le maire mentionne que les terrains vacants génèrent des dépenses parfois importantes pour la municipalité. On a quand même aussi des cas qui nous arrivent, qu'on a des chemins qu'on doit refaire, quand il y a de l'exploitation forestière, quand on a au niveau des bris de dames de castor, au niveau du service d'aménagement de l'urbanisme, qu'on doit se présenter là parce que les gens construisent, ils font des choses sans permis, sans autorisation de la municipalité, qui est en contravention avec le plan de loi environnementale. On est conscient, on sait que c'est pas facile, mais c'est important aussi de dire que la charge ne peut pas être constamment toujours au même selon la richesse foncière de tout le monde. Donc, ces gens-là sont propriétaires de grandes superficies et sont taxés comme peu, très peu. Les propriétaires qui subissent la surtaxe mentionnent cependant que ce ne sont pas eux qui engendrent des coûts à la municipalité. Parce que nous autres, on fait quand même de la trappe sur le terrain, on fait de la chasse. Alors, le castor, on le contrôle. Alors, ils ne peuvent pas nous dire que les barrages de castors lâchent et endommagent leur chemin. Nous autres, on s'en occupe, nos castors. On fait un balancement dans la nature. Moi, je suis propriétaire chez nous. Je fais de la conservation. Je fais très attention. C'est une très belle forêt. Puis, tu sais, je veux dire, je ne veux pas la détruire. Surtout pas la détruire. Pour le moment, aucun changement n'est prévu à la taxation, mais la municipalité se dit tout de même ouverte à discuter avec les propriétaires. Toujours du côté de l'Ange Gardien, la municipalité aura son marché extérieur d'aliments frais dès ce printemps. Alors que plusieurs marchés sont ouverts au public l'été dans la ville de Gatineau, rien n'était offert encore aux résidents de l'Ange Gardien. Pourtant, la municipalité a plusieurs producteurs. Nombreux de ces producteurs, par contre, sont encore méconnus des résidents de la région. Tu sais, on entend souvent les commentaires « Ah, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'on avait ça. » Tu sais, même encore, nous, on va célébrer notre 15e année cette année à la pépinière. Puis il y en a encore qui ne savent pas c'est où. Même chose avec la bleuetière, là, on travaille conjointement, qui est juste ici à l'arrière de la pépinière, que les gens ne connaissent pas. Fait qu'en même temps, là, il y en a beaucoup d'autres autour qu'on va pouvoir faire connaître. Chantal Ledoux, propriétaire de la pépinière de l'Ange Gardien, et André Bissonnet de la bleuetière La Maison des Délices, les deux instigateurs du projet, souhaitent offrir de la variété aux visiteurs. Ils veulent accueillir au moins une quinzaine de marchands. Ils veulent aussi rendre le marché dynamique avec de l'animation pour les enfants notamment. Et ils ont le souci des producteurs, ils veulent simplifier leur installation.
Nous, on veut vraiment simplifier l'installation de chacun des producteurs parce qu'on sait que c'est beaucoup de stock à amener, les légumes, peu importe. Alors, on va construire des kiosques en bois, genre un 8 par 10. Fait que comme ça va être protégé aussi des intempéries. Ça va éviter le montage des petites tentes, souvent qui, ici, c'est quand même très venteux, avec le vent, la pluie. Fait que ça va être plus pratique, finalement, pour tous les producteurs de s'installer, beaucoup plus rapide. Puis en même temps, ça va donner un beau look uniforme. Le marché de l'Ange-Gardien débutera donc le 10 mai à la pépinière de l'Ange-Gardien. Il aura lieu tous les vendredis de 14h à 19h jusqu'au 27 septembre. Et pour avoir une place comme marchand ou pour être bénévole, l'équipe du marché de l'Ange-Gardien peut être contactée sur leur page Facebook. La commission scolaire au cœur des vallées investira 30 000 $ pour équiper ses écoles d'un système de détection centralisé du monoxyde de carbone d'ici la rentrée scolaire 2019-2020. Avec l'intoxication au monoxyde de carbone qui s'est produite dans une école de Montréal en janvier dernier, cependant, la CSCV doit accélérer les choses. En attendant donc le déploiement d'un système de détection centralisé, la CSCV s'assurera au moins d'équiper tous ses établissements d'un avertisseur manuel. Un avertisseur comme ceux qu'on retrouve dans nos maisons. Un seul avertisseur par école sera installé dans la salle de combustion des établissements. On a réagi rapidement. On va faire l'achat présentement des détecteurs de monoxyde de carbone qui sont manuels. On va les installer dans l'ensemble de nos écoles. Ça va être installé dans les salles de chaufferie, donc un détecteur par école. Et puis, on cherche à rejoindre l'ensemble de nos... munir chacune de nos écoles d'un système de détecteur de monoxyde de carbone, donc une vingtaine au total. Dans un contexte de mesures temporaires, le président de la commission scolaire a souhaité tout de même se faire rassurant quant à l'état des systèmes de chauffage des établissements de la commission scolaire. On vient de faire l'inspection au complet de notre parc immobilier et puis les résultats sont revenus très, très favorables. Donc, il n'y a aucun problème avec aucun de nous. Puis, un système à combustion dans chacune de nos écoles, que ce soit à l'huile, au granule ou à... Peu importe le système, tous les systèmes ont été évalués et puis ils sont en bon état. D'autre part, aucun cas d'intoxication au monoxyde de carbone n'a été répertorié sur le territoire de la CSCV. Pour un élève, faire partie du programme d'éducation internationale, ça signifie notamment de s'impliquer dans sa communauté. Et une fois de plus cette année, pour une 17e année, les élèves du PEI de l'école secondaire Hormidas-Gamelin se sont impliqués dans l'organisation d'une collecte de sang le 4 février dernier. Grâce à eux, 170 dons de sang ont été ajoutés à la Banque d'Emma Québec. Mais en plus de s'engager dans leur communauté, les élèves du PEI en 5e secondaire doivent s'engager dans un projet personnel. Les élèves avaient d'ailleurs jusqu'à la fin janvier pour finaliser leur projet. À partir d'une passion qui les habite, qu'elle soit sportive, culturelle, sociale, et ainsi de suite, de mener à terme un projet d'une envergure de 25 heures, précédé d'une phase de recherche, au terme de laquelle on a des élèves qui s'engagent dans l'organisation d'événements, des publications, des rédactions de romans, des créations de sites web, tout ça à partir d'une thématique qui est la leur. Mais en pratique, pour mener à terme leur projet, les élèves sont prêts à mettre beaucoup plus que 25 heures. Les élèves à qui j'ai parlé ont investi plus de 50 heures dans leur projet. Dans le fond, mon projet, c'est un site Internet sur la maladie cœliaque. Donc, moi, j'ai une allergie au gluten, qui est, dans le fond, la maladie cœliaque, c'est ça. Donc, moi, mon site Internet, c'est pour informer les gens, pour les renseigner sur c'est quoi, des recettes, des trucs qu'ils pourraient prendre, des différentes choses qui pourraient les aider dans la vie de tous les jours. Dans le fond, là, que moi, justement, j'aurais aimé savoir au début, quand j'ai su que j'étais allergique. J'avais tellement une très grande passion pour le théâtre, donc j'ai décidé de faire une conférence sur l'évolution du théâtre au Québec depuis son arrivée ici aux élèves d'art dramatique de mon école. J'ai trouvé dans mes informations, lorsque je faisais mes recherches, que le théâtre est arrivé ici dans les années 1600 et que c'était les Européens qui avaient apporté ce loisir-là ici. C'est, dans le fond, un fichier animalier pour inciter les jeunes à inciter leurs parents de faire attention à leurs gestes sur l'environnement pour arrêter de plus en plus la pollution et que les animaux arrêtent d'être en voie de disparition. Avec fierté, les élèves de 5e secondaire du programme international présenteront leur projet personnel lors d'une exposition publique à la mi-avril à l'école secondaire Hormidas-Gamelin.
L'Est de l'Outaouais a besoin d'accueillir des immigrants, mais nombreux sont les défis de recrutement. On en parle avec l'agent d'immigration Christian Daigle. Les régions du Québec manquent de main-d'œuvre, c'est du connu, et l'Est de l'Outaouais ne fait pas exception. On manque de main-d'œuvre, on a besoin de travailleurs ici. Et cette semaine, il y a un nouveau comité qui s'est formé dans l'Est de l'Outaouais. C'est le Comité d'attraction et de rétention du personnel. Sur cette table, il y a plusieurs acteurs et il y a notamment Christian Daigle, qui est agent d'immigration au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau et Action Emploi Papineau. Oui. Parce qu'en effet, l'immigration fait partie certainement de la solution de rétention et d'attraction, en fait, du personnel ici. Oui, bien effectivement, dans l'Est de l'Outaouais, comme dans plusieurs régions du Québec, on constate une rareté de la main-d'œuvre, une difficulté à recruter des gens pour occuper des emplois de tout niveau. Et donc, oui, cette semaine, à l'instigation de la commission scolaire, on s'est réunis, plusieurs acteurs, pour se pencher sur ce problème de rareté de main-d'œuvre. Et moi, plus spécifiquement, dans mes fonctions, je travaille avec des partenaires pour recruter de la main-d'œuvre immigrante. Vous êtes lié là, directement au ministère de l'Immigration, d'ailleurs. Oui, c'est qu'en fait, la création de mon poste a été rendue possible par une subvention du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Je suis agent d'un programme qui s'appelle Mobilisation Diversité. Et l'objectif du programme est de recruter des personnes immigrantes dans les grands centres urbains, majoritairement Gatineau et Montréal, afin de faire valoir les avantages qu'on peut offrir dans la vie en région dans l'Est de l'Outaouais. Alors concrètement, vous vous rendez sur place puis vous dites « Hey, nous, en Outaouais, dans l'Est de l'Outaouais, on a besoin de main-d'œuvre, venez chez nous ». Ça se passe un peu comme ça. Moi, je travaille en étroite collaboration avec le CITO, qui est notre partenaire principal, qui est Service Intégration Travail Outaouais. Le CITO est un organisme communautaire qui est situé à Gatineau. C'est un organisme d'accueil des personnes immigrantes et ils font de l'aide à l'intégration vers le marché du travail, l'emploi, la formation. Le CITO également, lui, travaille en collaboration avec 3 organismes de Montréal qui ont la même mission. Et donc, on organise des rencontres, des présentations de la région, de l'Outaouais. On transmet des offres d'emploi qui sont affichées et on recrute des gens qui disent « Oui, moi, je serais intéressé d'aller vivre en région. » Et à ce moment-là, le contact va se créer. J'essaie d'établir un contact personnalisé. J'explique ce qu'est l'Est de l'Outaouais, la MRC de Papineau, Buckingham, et ainsi de suite. Et ensuite, je travaille avec la personne sur son curriculum vitae, quel est son profil d'employabilité et essayer de faire progresser tout ça pour qu'éventuellement, on arrive à des embauches et à l'accueil de personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous rencontrez les personnes, il y a un processus peut-être qui est entamé, et la concrétisation de l'immigration de la personne dans la région? Il y a un gap peut-être? Il y a des difficultés? Bien, j'ai une quinzaine de personnes actuellement bardées de diplômes qui ont un intérêt pour la région, mais il faut bien comprendre qu'une personne immigrante qui arrive au Québec ou au Canada, souvent les problématiques qu'on a, c'est que les gens n'ont pas encore la reconnaissance de leur diplôme obtenu à l'étranger. Alors là, il y a une procédure d'évaluation qui passe par le ministère de l'Immigration. Je m'excuse, mais même si on reconnaissait leur diplôme, est-ce qu'on pourrait les accueillir dans la région? Est-ce qu'on a les emplois à leur offrir qui nécessitent ces diplômes? Oh, absolument. Okay. Quand on prend la peine d'éplucher à chaque jour les possibilités d'emploi dans l'Est de l'Outaouais, on se rend compte qu'il y a des emplois techniques, des emplois spécialisés de niveau bac, de niveau technique, puis il y a évidemment énormément d'emplois dans les petits commerces. Ce que je constate jusqu'à présent, c'est que j'ai surtout des profils de personnes qui ont des formations techniques ou universitaires, mais parfois ne sont pas membres d'un ordre professionnel encore au Québec, comme l'ordre des ingénieurs ou l'ordre des agronomes.
Il y a une méconnaissance un peu des régions. Donc, il faut essayer d'aplanir là, ce qui peut constituer des obstacles pour amener les gens à s'intéresser à la région, à postuler sur les emplois et éventuellement à obtenir un poste. Du côté des autres emplois qui nécessitent moins de diplômes, oui. Peut-être qu'il y en a des immigrants qui arrivent avec un peu moins de diplômes. Ceux-là, ils pourraient venir, mais ils ne viennent pas plus. Écoutez, on est dans une situation où le Québec n'est pas en plein emploi, mais pas loin. Alors, il faut bien comprendre que une personne immigrante qui arrive à Montréal, c'est un grand pas dans sa vie d'avoir changé de pays. De partir vivre en région, c'est comme immigrer une deuxième fois, un peu, on pourrait dire ça. Donc, c'est certain que des emplois de commis ou dans des petits commerces de proximité, il y en a à Montréal. Beaucoup. Donc, vous voyez, on est en compétition avec les grandes régions urbaines et également, on est en compétition avec les autres régions du Québec. Alors, pourquoi venir dans l'est de l'Outaouais pour un même emploi, du même salaire, de la même qualité? Voilà, c'est là qu'il faut rendre nos communautés accueillantes. Et moi, je pense qu'il y a une belle collaboration dans le milieu de cette prise de conscience qu'il faut se rendre attrayant, accueillant. Là, je sens une grande mobilisation des acteurs. Ça ne peut pas se faire à une semaine ou deux, mais moi, je pense que la volonté est là. Moi, personnellement, je travaille beaucoup de personne à personne. Étant moi-même nouveau dans la région, je suis bien placé pour en parler. Des avantages énormes de la vie en région. Il peut y avoir des inconvénients. Aussi, regardez, il y a peu de transports en commun parfois. Mais le fait est que sur 40 ou 50 000 personnes immigrantes qui arrivent chaque année au Québec, beaucoup de ces personnes-là, dans leur pays d'origine, ne vivaient pas dans des villes. Ils vivaient dans des campagnes et dans des zones rurales. Et ça leur manque certainement. Merci beaucoup, M. Daigle. On suivra le dossier immigration dans l'est de l'Outaouais, c'est certain. Merci. Avec plaisir. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Pour tout connaître de l'actualité culturelle du côté de l'est de l'Outaouais, on en parle avec Jessie Laflamme. Bonjour. Bonjour, Floralie. D'abord, nouvelle activité du côté du Café des artistes à Buckingham. Oui, à partir du mardi 12 février prochain, les gens vont pouvoir se servir de micros ouverts. Le principe est fort simple, les gens vont pouvoir aller présenter leur numéro, leur talent, que ce soit de la poésie, de la danse, de l'humour, de la comédie, peu importe. Les gens ont juste à aller se présenter, c'est sous le principe premier arrivé, premier servi, font leur numéro et même s'ils se trompent, c'est pas grave, c'est vraiment le but juste de se pratiquer. C'est Stéphane Otis qui a eu l'idée et donc ça va se dérouler tous les mardis de 18h à 21h du côté du Café des artistes de la Lièvre. Du côté du Belga Bistro Bar, Vanessa Lavoie sera en spectacle. Oui, le 21 février, Vanessa Lavoie, qui est une fan de musique rock et country, dans le fond, jumelle ces deux styles pour créer en elle-même son propre style. C'est une entrée gratuite à partir de 20h, donc le 21 février, Vanessa Lavoie. Du côté du pub le Saint-André, les activités reprennent à partir du 1er mars. Oui, et c'est Kevin Parent qui sera là, et ça a pris seulement quelques heures, c'était déjà complet. C'est la nouvelle formule du pub Saint-André, a annoncé une programmation, va être ouvert seulement lors des soirées de spectacle. C'est une petite salle de 120 personnes, donc il faut réserver quand même assez vite. Il y a le spectacle de Kevin Parent qui est déjà complet, ainsi que Paul Piché le 27 avril. Mais à partir du mois de mai, il y a des spectacles qui restent de la place. Donc King Melrose le 25 mai, Brian Taylor le 15 juin, Lipstick Rodeo le 20 juillet, Hommage à CCR le 20 septembre et d'autres spectacles pourraient s'ajouter là, au fil des semaines. Toujours à Saint-André-Avelin, on connaît un peu la programmation pour le festival Western. Un petit aperçu. On a juste donné un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche. Et c'est Brian Taylor qui sera là le 22 juillet. Il revient, donc 2 passages pour Brian Taylor à Saint-André-Avelin au cours des prochains mois. Il sera là le 22 juillet à 15h30. Et on a également 2 femmes de rock, 2 rockeuses quand même très reconnues, Marjo et France d'Amour, qui, elles, seront là du côté du 27 juillet. D'ici là, par contre, l'hiver n'est pas terminé. Ah non, on est dedans. Loin de là, loin de là. Alors, on peut quand même profiter des carnavals un peu partout. Oui, on en a plusieurs. On est plein dans la saison et je me concentre surtout sur les activités culturelles parce que la plupart offrent plusieurs autres activités.
Du côté de Montebello, ça commence le soir de la Saint-Valentin, le 14 février. Et quoi de mieux que de faire une petite soirée karaoké? C'est ce que propose le carnaval de Montebello. Le lendemain, une parade de chars allégoriques à 19h là, qui va se promener même sur la rue principale. Et le 16 février, donc le samedi soir, spectacle d'artistes locaux. C'est le temps de dévoiler les duchesses. Donc, il y aura des groupes musicaux à l'horaire, dont les Chiens Sales et les Carnavaleux. Il y aura une école de danse aussi, de danse Momentum. Évidemment, les duchesses vont être sur place et vont faire une prestation même. Et du côté de Montebello aussi, on est en train d'organiser un festival de jazz qui va se dérouler du 13 au 15 septembre prochain. Donc, on peut mettre la date tout de suite à l'agenda. On va suivre ça de près. On va vous donner des détails au cours des prochaines semaines. Ripon aura aussi son carnaval. Oui, du 22 au 24 février. On y va avec un spectacle des années 70 et 80 du côté du marché public. Il y aura aussi le samedi la parade de chars allégorique très traditionnelle, très courue d'année en année. Et de leur côté, eux, ils organisent un festival de musique traditionnelle qui va avoir lieu les mêmes fins de semaine, donc du 13 au 15 septembre. Donc, peut-être mieux de la mettre tout de suite à l'agenda cette fin de semaine-là. Certainement. Oui. Papineauville aussi, de leur côté, ils ont un carnaval. Tout à fait. Et eux, ils offrent une nouvelle activité qui va se dérouler dans un igloo géant, mais chauffé quand même. Et c'est la présentation du film Ralph brise Internet, donc film pour enfants, va être présenté le 24 février 4 fois au courant de la journée pour permettre à tous d'y être. Mais il y a aussi, les adultes ne sont pas oubliés, il y aura une soirée d'humour aussi au bar chez Mo avec Marco Métivier et Dave Godet. Et ça va être animé par Simon Lavergne, qu'on connaît quand même assez bien, qui est un humoriste local. Et pour les enfants encore, ou en fait pour les artistes d'art visuel, bien, il y aura la confection d'art de cordes à danser par le Festival Twist et les capteurs de rêve par le Cercle des fermières. On en a parlé dernièrement. Il y a un nouveau concours de chant qui a été lancé. Ça s'appelle Ma première scène. Oui. Et il est encore temps de s'inscrire. C'est encore temps de s'inscrire. C'est la municipalité de Papineauville qui est derrière cette organisation. On peut s'inscrire jusqu'au 1er mars. Le principe est fort simple. On prend une vidéo de nous en train de chanter et on l'envoie. Il y aura 3 juges qui vont analyser les dossiers pour organiser une grande finale le 23 mars. Et un premier prix à gagner de 500 $. Il y a d'autres surprises à venir aussi pour les participants. 2 catégories, 11-17 ans et 18 ans et plus. On a un artiste de la Petite Nation qui expose un petit peu plus loin à Châteauguay. Oui, il est là jusqu'au 27 février. Il s'agit de Johan Manuel Vasquez qui va participer. Il expose au Centre culturel Georges Pévanier et c'est dans le cadre de l'exposition Les raisons d'une absence. Donc, si jamais un petit détour par là s'impose, il faut arrêter pour voir ça. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Merci à toi. On se revoit bientôt. Oui. C'est le retour des chroniques cinéma de Daniel Lafortune. C'est la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Pourquoi ne pas parler d'un film d'amour alors, mais qui est aussi une comédie. Daniel Lafortune, tu es allé voir Amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme, oui. C'est un film de Daniel Auteuil. C'est un réalisateur qui a fait quelques films, et c'est surtout un acteur de longue expérience dans le milieu du cinéma français. Et il joue le personnage de Daniel qui se fait aborder dans la rue par Patrick. Et Patrick, c'est un autre grand nom du cinéma français, Gérard Depardieu. Alors, Patrick s'est séparé de sa femme, et puis sa femme, c'était l'amie de Isabelle, la femme de Daniel. Et bon, il l'invite à dîner, souper, chez lui, mais il n'a pas averti sa femme. Donc, il va s'installer un petit peu de tension dans le couple Daniel-Isabelle lorsque Patrick va arriver avec sa nouvelle flamme, une jeune beauté espagnole, interprétée par Adriana Ugarte. Et voilà, on joue un petit peu sur les sentiments de Daniel, parce que lui tombe en amour, il en perd un peu la mémoire, il en perd un peu la boule, et il vit un petit peu ses fantasmes à travers le regard de cette jeune beauté, la compagne de son ami Patrick. Bon, ce qui est intéressant, évidemment, pour l'œil, c'est une belle femme, mais sur le plan cinéma, disons que Daniel Auteuil a déjà fait des meilleurs films, et bon, il joue et aussi il réalise. Je pense que, en plus, le texte du film
il est très moyen. Donc, ça nous donne un film qui n'est pas tellement... ça ne nous amène pas beaucoup à l'amour, finalement. On reste dans la comédie. On reste dans la comédie. Les relations entre les deux amis sont toujours là, mais c'est les fantasmes de Daniel à travers le regard qu'il a sur cette beauté-là. Mais ça se finit très bien. Voilà. Une cote de combien à ce film? Oh, c'est un film très moyen, 5 sur 10. Oh, on n'en a pas eu souvent. On n'en a pas eu souvent, non, malheureusement. Est-ce qu'on est prêt à parler d'une deuxième suggestion? Ben, la suggestion, c'est un film qui prend l'affiche aujourd'hui, Edmond. Bon, c'est qui Edmond? Edmond, c'est Edmond Rostand. Pour ceux qui ne savent pas, mais ils connaissent sa grande œuvre, Cyrano de Bergerac. Alors, Cyrano de Bergerac, c'est l'histoire de Edmond Rostand qui, en 1887, écrit des textes de théâtre qui ne sont jamais joués, jamais publiés, et va arriver un acteur célèbre du milieu du théâtre vaudeville à Paris à la fin du 19e siècle, qui va s'asseoir avec lui, qui va lui proposer des pistes pour l'écriture, et ça va donner Edmond Rostand, ça va donner Cyrano de Bergerac. Et ce personnage-là de l'acteur est interprété par Olivier Gourmet, acteur belge, mais qui est reconnu maintenant beaucoup dans le milieu du cinéma. Donc, c'est lui qui va jouer le personnage de Cyrano de Bergerac. Et j'ai très hâte de le voir. Évidemment, il y a la tirade du nez. Pour ceux qui connaissent un peu le théâtre, c'est un extrait qui est extrêmement important, comme les extraits de Shakespeare. Donc, allez voir ce film-là qui commence aujourd'hui. Ce que j'ai lu comme critique en France, beaucoup supérieur à Amoureux de ma femme. Je l'espère, parce que là, on a eu un 5 là, avec Amoureux de ma femme. Oh oui, on peut facilement dépasser ça. Pour la Saint-Valentin, tu nous suggères aussi d'aller voir un spectacle. Ça va se passer jeudi, le 14 jeudi le 14. février. Pour ceux qui n'auraient jamais vu ou entendu, surtout Pierre Lapointe, il vient nous présenter La science du cœur à la Maison de la Culture. C'est un spectacle qui revient dans la région que j'ai vu l'an dernier, des textes très poétiques. C'est quelqu'un qui a une belle écriture et qui a l'âme à la mélodie et aussi à la musique, une grande musicalité dans les œuvres de Pierre Lapointe. Deux musiciens qui l'accompagnent, un au piano et un au marimba, donc un peu des éléments latins. Tu connais ça, toi, la musique latine. Donc, il reste encore quelques billets si vous voulez faire plaisir à votre compagne, une belle soirée comme ça, en tête-à-tête, avec des beaux textes. Et ne vous préoccupez pas, votre femme ne tombera pas en amour avec Pierre Lapointe. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine.